Les côtes de Normandie, des falaises abruptes rongées par les tempêtes au fil des siècles, marquées à jamais par l'horreur et la folie de la Seconde Guerre mondiale. Arromanches, Vierville, Colleville, des villages rendus célèbres lors du débarquement des Alliés en juin 1944. L'activité maritime est ici importante. Le port de Port-en-Bessin est l'un des plus importants de France. Chaque jour, dès que la météo le permet, les chaluts sortent à la recherche du poisson. C'est la principale ressource économique de la région. Autant dire qu'ici la tradition maritime est omniprésente. Sur les plages d'Arromanches, à quelques centaines de mètres du bord, on peut observer à marée basse les vestiges du débarquement. Les pontons sont encore là, quasiment indestructibles. Ils sont les témoignages visuels de cet énorme chantier maritime que fut le débarquement allié de juin 1944. Jacques Lemanchois, directeur d'une société de récupération de métaux, nous raconte. La zone de débarquement, c'est toute la baie de Seine. Vous avez un trafic maritime très intense dans toute la baie de Seine. Le jour, à partir du jour du débarquement, la mer s'est trouvée noire de bateaux, c'est-à-dire que du rivage, le lendemain du débarquement, du rivage, on ne voyait pas la mer, on voyait que des bateaux. Les personnes qui ont pu témoigner et qui nous racontent encore aujourd'hui, ils ne voyaient pas l'eau. Donc il y avait des milliers de bateaux, et dans un endroit, en fin de compte, qui était la baie de Seine, qui était infesté de mines, qui avait été larguées par les Allemands pendant les années d'avant. Alors tous les jours, ça sautait, les mines faisaient leur effet et beaucoup de navires partaient par le fond dans les jours qu'on suivait le débarquement. Avant le débarquement, non, c'est aussitôt le débarquement et après le débarquement. Les corps de milliers de jeunes soldats qui ont donné leur vie pour que la France soit un pays libre sont enterrés ici, dans cet immense et glacial cimetière qui surplombe la mer. Beaucoup d'entre eux ont péri avant même d'avoir mis le pied sur la terre ferme, et toute la côte est jonchée d'épaves de toutes sortes. Aujourd'hui, 50 ans après, paradoxe de l'histoire, ces épaves autour desquelles sont attachées tant de souffrances et d'horreurs sont devenues un paradis pour quelques chasseurs sous-marins avertis. Les épaves, on les trouve, on peut dire, du niveau de la basse mer jusqu'à une trentaine de milles en mer, les épaves du débarquement, vraiment. C'est-à-dire, elles se situent en moyenne entre 5 et 40 mètres d'eau. Chez nous, on a une multitude de poissons, des poissons de toutes sortes, en partant du taco, du bar, du congre, du lieu, de la dorade, de la plie, des turbos, des barbus autour des épaves, de tout ce qui est sable autour des épaves, il y a des poissons plats. On a une faune très riche en ce qui concerne les poissons sur la côte de la Manche. Bon, le bar, ça c'est corps, un poisson tout à fait mystérieux. On peut l'appeler parce que personne ne sait exactement où il va l'hiver. Il arrive chez nous aux environs du mois de juin. Avant le mois de juin, vous n'avez aucun bar dans les épaves. Je pense qu'il doit aller dans les grands fonds, il doit se mettre à l'abri ou certainement qu'il va au large. Hein. Il n'y a aucune autre possibilité. Et nous, on fréquente les épaves toute l'année. L'hiver, on n'a jamais rencontré un bar l'hiver dans une épave. Et comme je viens de vous le dire, ils arrivent au mois de juin et ils se rassemblent au mois de septembre dans les épaves. C'est à cet endroit-là, c'est à ce moment-là, au mois de septembre, qu'on voit la plus grosse concentration de gros bars. Parce qu'ils vont quitter les épaves. Ils vont faire un peu comme les hirondelles, ils s'en vont. On ne sait pas où. Écoutez, les chasseurs sous-marins, pour moi, c'est des gens que je favorise assez facilement parce que moi, je suis un ancien chasseur sous-marin. Et je peux, d'après toutes mes années d'expérience, conclure que le chasseur sous-marin, c'est un des plus beaux sports qui puissent exister et c'est le sport le plus noble et qui massacre le moins les fonds marins. Parce qu'un chasseur qui se défonce, qui se donne pendant 2-3 heures pour pêcher quelques grosses pièces, c'est-à-dire 2 à 3 poissons qui sont adultes, parce que le chasseur sous-marin choisit son poisson, il prend un gros poisson, il prend un poisson prédateur, en fin de compte, il ne détruit pas. Et je pense que le chasseur sous-marin, vu le mal et les difficultés qu'il a pour attraper un poisson, il faut quand même avoir des conditions physiques exceptionnelles, il n'y a pas des quantités de bons chasseurs sous-marins, je crois que c'est une catégorie de gens qui ne détruisent en aucun cas la faune et la mer. On va prendre le cargo là. Chaque sortie se prépare minutieusement.
Carte chum, croche des pêcheurs et GPS font partie de la panoplie des bons chasseurs. Ah ouais, d'accord. Elle est où la chaîne, hein? C'est un remorqueur anglais de 40 mètres de long. On assiste dans cette région à une reconversion originale des tracteurs agricoles. Compte tenu de leur robustesse et de leur puissance, ils constituent le meilleur moyen de mettre à l'eau, et ceci quel que soit l'état de la marée. Pour cette première mise à l'eau, nous quittons la plage de Omaha Beach à Vierville, en direction de la pointe de la Percée, à quelques milles de la célèbre pointe du Hoc. Les conditions météo sont bonnes. Un petit vent de sud-ouest établi aplatit la mer. Nous sommes au bord des falaises, à la recherche d'une petite épave que l'on peut explorer sans attendre l'étale de basse mer. Pour localiser l'épave, il faut faire appel au GPS et aux sondeurs. Mais par beau temps, rien ne vaut de bons amers que l'on prendra sur les falaises, le château d'eau, le clocher de l'église ou un quelconque bosquet fera l'affaire. Première apnée et premier contact avec les eaux vertes et planctoniques de la Manche. Même à faible profondeur, la première immersion est toujours angoissante, le courant est encore fort. Il va falloir pêcher en dérive. L'épave n'est pas visible de la surface, et la sensation qu'elle procure lorsqu'on la découvre dans le noir de la descente en apnée est toujours un grand moment. Un carlet sera la première prise de la journée. Le carlet est un poisson plat qui vit aux abords des moulières et qui se nourrit principalement de petites moules qui sont fixées sur les épaves. Trahi par des points rouges qu'il possède sur le dessus du corps, son mimétisme est loin d'être parfait et sa pêche, relativement facile, plaira à tous les débutants. En saison, ils sont souvent nombreux et une belle ceinture de carlet n'est pas rare chez tout pêcheur sous-marin. Sa chair est moins bonne que celle de la sole ou du turbo, mais découpé en filets, il reste un très bon poisson. Et voilà un carlet, un beau carlet qui sont au pied des pontons. On appelle ça la plie, mais en Normandie on appelle ça le carlet. Un poisson plat. Et qu'on trouve sous les moulières des pontons. Actuellement on est au mois de septembre et ils arrivent actuellement sur les pontons, mais ils se font rares maintenant. Hein. Ce sont des belles pièces quand même, qui atteignent jusqu'à voire 3 kilos. Et disons qu'on voyait, sans les tirer, simplement en les piquant comme une fourchette, on arrive à faire de très très belles pièces. Les pontons, c'est cette ligne de construction faite de béton et de poutres métalliques qui sont toujours présentes aujourd'hui.
Lors du débarquement, ils servaient de support aux routes flottantes pour véhiculer les déchargements du matériel des navires de guerre. Fabriqués en Angleterre, ils ont été acheminés par voie de mer par d'énormes convois de remorqueurs. Ils sont restés là, immuables. Seules quelques grosses tempêtes arrivent à les déplacer et à les échouer. À marée basse, sur la plage, on peut observer les cavités qui servent de refuge aux poissons lorsque les pontons sont recouverts d'eau. Elle sait que la mer elle descend. Hein, elle sait que la mer elle descend, hein? Sur la première ligne des pontons, située à quelques centaines de mètres de la plage, la profondeur n'excède pas 8 mètres. On peut s'y rendre à la palme et la chasse sous-marine y est relativement facile. La faune est abondante. Toutes les structures sont recouvertes de millions de moules qui attirent toutes sortes de vies en quête de nourriture. On y rencontre fréquemment le mulet de pleine eau, qui est bien meilleur que le mulet de Méditerranée. Le chasseur sous-marin n'hésitera pas à le tirer. C'est aussi le domaine privilégié des grosses vieilles. Elles sont très nerveuses, à la fois craintives dès qu'on les approche, et curieuses pour se laisser tirer sans aucune difficulté. Elles sont très nombreuses et leur capture fera la joie de tous les débutants. Il est fréquent qu'elles cohabitent avec les bars. Dans l'enchevêtrement des tôles rouillées et des nombreuses ragues artificielles créées par cet amas de ferraille, il n'est pas rare de rencontrer toutes sortes de crustacés. On peut y pêcher, lorsque c'est la saison, des araignées par centaines. Les trilles, agressives, rapides et nerveuses, se défilent devant le chasseur sous-marin. Les petits lieux jaunes évoluent en bancs. Ce sont des proies faciles, mais s'ils sont mal fléchés, leur chair délicate peut se déchirer. Compte tenu de la faible profondeur, le chasseur sous-marin peut facilement enchaîner les apnées et explorer à loisir les dalles et les trous où vont se réfugier les poissons. La capture du homard en apnée est interdite. Le pourquoi de la chose reste un mystère. Il est bien plus difficile et dangereux de saisir l'animal à la main, au risque de se faire sectionner un doigt, plutôt que de le pêcher au casier. La pêche au casier, elle, étant autorisée à tous. Les bars sont très présents dans cette zone côtière. Leur taille dans les pontons est rarement exceptionnelle, mais en cherchant bien, à trous ou à l'agachon, on peut avoir la surprise de tomber sur une compagne de bar en pleine eau. La vision est grandiose et l'instant présent fort en sensation. Ici, il faut savoir gérer la détente de sa gâchette. Vu la multitude de poissons rencontrés, les vieilles, les carlets, les petits lieux et autres seront vite délaissés pour se concentrer sur le plus noble et le plus recherché de tous, le bar. Même de petite taille, son attrait est irrésistible et sa capture réserve quelquefois des surprises. Il faut dire qu'il a fière allure, avec ses écailles brillantes comme de l'argent, son œil vif, son dos noir aux arêtes hérissées. Sa rencontre est toujours forte en émotion. Il dégage une noblesse de la lignée des princes de sang royal.
Le bar est un chasseur et un carnassier. Moustache, le meilleur pêcheur à la ligne de Vierville, le sait bien. Et c'est au lançon, petit poisson allongé dont raffolent les bars, qu'il les pêche. Pour être efficace, le chasseur sous-marin doit multiplier les apnées. Compte tenu de la mauvaise visibilité, le poisson n'est pas repérable depuis la surface. Une fois au fond, le chasseur sous-marin doit s'adapter à la situation. Il faut oser s'enfoncer sous les dalles, dans les rails complètement obscurs, et disparaître dans les dédales des labyrinthes, en sachant pertinemment qu'au bout, il n'y a pas la place pour faire demi-tour, et qu'il faudra sortir les palmes en premier. C'est souvent dans ce genre de situation que se font les plus belles prises. Dans cette région, où la température de l'eau n'excède pas 18 degrés en été, une combinaison en néoprène refendu de 6 mm est recommandée. Le lestage sera en conséquence. Les palmes sont bien évidemment à longue voilure. Il faut rechercher le confort maximum, aussi bien au niveau du chausson que du palmage. Le fusil sera de 90 cm maximum et équipé de préférence de 100 d'eau mégatonnes pour propulser la flèche alourdie par un trident. Il est judicieux de monter du fil de couleurs différentes au niveau de l'émerillon, de façon à savoir combien de fils prend le poisson et combien de mètres faut-il tirer pour atteindre la flèche. Dans l'obscurité des épaves, un fil de couleur vive ou fluo est recommandé. La chasse dans les épaves du large demande une technique et une préparation sans commune mesure avec la chasse dans les pontons. Une fois l'épave repérée au sondeur, on peut mouiller une bouée. La corde de la bouée servira de fil conducteur pendant la descente et permettra d'annuler l'incidence du courant. Arrivé pile sur l'épave
évitera un palmage inutile et par conséquent augmentera son temps d'immersion et d'agachon. Ici, les conditions physiques sont beaucoup plus importantes compte tenu de la profondeur, du courant, des vagues et du vent. Une bonne préparation est nécessaire. Toutes les épaves de la Manche sont colonisées par des milliers de tacos. Ce sont ces petits poissons rayés qui ne représentent aucun intérêt pour le chasseur sous-marin. Hein? Il a vu plus. Ils sont partis? Hein? Ouais. C'est le dernier. Nous sommes en face de Port-en-Bessin, sur une barge métallique par 15 mètres de fond. Les barres y sont rarement dérangées. Se sentant à l'abri des filets et des pêcheurs à la ligne, beaucoup ont élu domicile dans les cales rouillées de l'épave. Seul, le chasseur sous-marin peut prétendre à les déloger. Le tir doit être rapide et instinctif. L'usage du trident permet de sécher le poisson et de ne pas effrayer les autres s'ils sont là. Je monte dessus. Regarde, un peu fort, 17 mètres, 16 mètres. C'est bon? Oh, super. Voilà, 17, je la laisse passer. Tu peux y aller.
La rencontre du chasseur sous-marin avec les pêcheurs professionnels est toujours liée de sympathie et d'admiration réciproque. Les chasseurs sous-marins aiment ces gens de la mer habitués à de dures conditions de vie, et les pêcheurs admirent ces apnéistes pour leurs conditions physiques exceptionnelles et leur parfaite symbiose avec le milieu marin. Ils se rendent parfois des services mutuels, et ils ont tous la même passion, la mer. Malgré l'interdiction de chasser avec une lampe, il est nécessaire pour sa sécurité d'en posséder une, au poignet. Dans les épaves où la visibilité est réduite, les risques de s'accrocher à un bas de ligne qu'un pêcheur aurait perdu sont importants. Y voir clair garantit la sécurité et la vie du chasseur sous-marin. Ça fait pas 4 kilos, hein, ça fait moins que ça. Hein. Voilà, il y en avait des beaucoup plus gros que ça. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Beaucoup plus gros que ça, mais il y a du courant, je suis arrivé à la bourre. C'est une épave que je connaissais pas. Pour pêcher profond sur les épaves du large, c'est-à-dire aux alentours des 25 mètres, la règle de sécurité, c'est de vérifier avant toute chose le mouillage. Ensuite, quand le chasseur arrive au fond, il doit rentrer dans l'épave, car c'est là que sont les gros. Mais attention, danger. C'est le noir absolu, et les tôles rouillées sont coupantes, comme des rasoirs. Il faut tirer de suite le premier qui se présente, et le tuer net, en faisant le moins de bruit possible. Sinon, les autres partiront, et le chasseur n'aura aucune chance d'en faire d'autres. Gérer son épave, être le plus malin, telle est la devise. Quand le poisson est pris, il faut assurer la prise et le matériel. Pas de précipitation, à cette profondeur-là, toute panique serait signe d'accident fatal. En surface, pendant que le chasseur décroche son poisson, il récupère de son apnée. Déjà, il imagine le déroulement de sa prochaine approche. Il sait que s'il pousse trop ses apnées, il sera vite fatigué et il ne pourra pas pêcher longtemps, surtout à ces profondeurs-là. Quand la tactique mentalement mise au point est décidée, que le corps est parfaitement relâché, le chasseur entame sa descente. Il va falloir rentrer plus profond dans l'épave, mais
peu importe, si le poisson est là, il faut le mériter. L'instant magique, c'est quand le chasseur se trouve nez à nez avec ces monstres de bar. Ce sont vraiment les seigneurs des épaves. Le chasseur voudrait que son apnée dure des heures pour pouvoir jouir le plus longtemps possible de cette rencontre sublime. C'est des monstres de bar. Ah ouais, c'est des monstres de bar. C'est de bar portion de la Manche. En épave profonde. Je suis cuit. Je suis cuit. C'est des trucs ça qui font 7-8 kilos ça peut-être, non? Pas loin. Hein. Pas loin là. Attends, bah tu sais tant qu'il est pas sur la bascule. Tant qu'il est pas sur la bascule, pépère. Je peux pas tellement dire, hein. Il fait 6 certainement là. Ouais, 5, 6. Et ça tu le pêches comment alors? Alors moi je le pêche en épave. Ouais. Je le pêche en épave. Sur une épave qui est à 24 mètres à marée basse, au sable. Mais comme elle est très haute si tu veux, je rentre dans les structures, tout ça, et puis bon, bah, ils sont pas dérogés. Et puis en fait, je les tape, j'arrive sur l'épave, puis 1 mètre avant, j'arrête de palmer, je finis à la coulée, je rentre dans la structure, et puis ils sont là, les gros pères, et puis ping. Voilà.
il y a du jus là, c'est pour ça là. Terminé là. On peut plus. Est-ce que je te disais, j'en ai trop lourd, aux fesses. C'est ridicule même. Ah ouais. Attends, tu vas voir, je vais te faire du ménage. Ah, il est bien pris, hein. Ah oui, il est bien pris. Ah, le trident, c'est quand même, ici en Normandie, et ça à 20 mètres, hein, si j'ai pas le trident, si j'ai la tahitienne, moi qui étais un mordu de la tahitienne, je le décroche ou alors il va s'enraguer je ne sais où, et puis je suis obligé de l'abandonner en bas et revenir, et puis perdre la flèche, le poisson, tout. Pourtant j'étais un mordu de la tahitienne. Et je trouve que la tahitienne, quand même, une pêche plus fine que le trident. Je flotte cela, je vais ramener là. Tu te laisseras ton phare allumé pour faire le... Ouais, tu vas l'éclairer au visage, ça fera pas mal. Jolie pêche!